Je trouve que c'est le vilain petit canard du marketing. Il y a trop peu de personnes qui croient au SEO alors que c'est une bêtise. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Eh bien, écoute, Laurie, ravi de te faire ta connaissance. Je suis super content de t'inviter aujourd'hui dans le podcast Les Interviews Gross. Comment ça va? De même, ravie d'être ici et puis et prête à ce qu'on discute un peu de tout ça. Au-delà d'être mon métier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis toujours très preneuse de parler de toutes ces choses-là, de parler stratégie, parler technique. Sur un monde qui évolue hyper vite. Tu es Gross Manager chez Moodwork. Est-ce que tu veux nous expliquer ton parcours avant d'arriver chez Moodwork? Bien sûr. Du coup, moi, j'ai un parcours commercial de base dans mes études. J'ai switché au milieu sur du marketing. Je me suis rendu compte que je préférais plutôt être derrière les coulisses qu'en frontal, entre guillemets, sur les clients. J'ai un peu touché à tout. J'ai été dans la tech. J'ai commencé dans une startup tech. Enfin, en tout cas, mon premier CDI dans une startup tech. Ça a été hyper formateur, mais produits destinés hyper techniques, moins grand public. Dédié aux product owners, donc c'est moins mon monde, c'est un peu plus difficile de créer des contenus sur ce genre de choses. Donc j'ai découvert Moodwork, j'ai commencé à discuter avec Moodwork et j'avoue que le sujet de la santé mentale au travail, je pense que ça nous touche assez rapidement tous à un moment dans notre vie et c'était assez évident et c'est un super terrain de jeu. Ça change. Tu dois t'adapter à des audiences, à des façons de faire totalement différentes de ce que tu connais de base. Voilà, j'ai fait du market pour des montes escaliers, j'ai fait du market dans les produits capillaires, dans du SaaS. Et puis là, c'est un SaaS, mais c'est un SaaS un peu différent. Tu veux nous expliquer ce que vous faites chez Moodwork? Ouais. Alors, chez Moodwork, on travaille sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail ou la santé mentale au travail. On aime dire qu'on rend les salariés acteurs de leur bien-être en entreprise. Donc, bien sûr, c'est les entreprises qui offrent Moodwork à leurs salariés. Le but, c'est savoir ce qui va et ce qui ne va pas. On travaille en 3 temps. On travaille sur 3 méthodes. Donc, tu as la première qui est l'autodiagnostic. Les salariés passent un bilan de bien-être avec des questions, bilan qui a été validé par un comité scientifique et créé en interne par notre pôle recherche. Donc, suite à ce bilan, tu vas découvrir tes facteurs de bien-être et de mal-être. Et si ça va vraiment pas, on peut aussi te pousser à un bilan d'épuisement professionnel, aka bilan de burn-out. Suite à ça, tu as 2 solutions. Les deux peuvent être faites. Soit tu décides de travailler de façon autonome sur tes facteurs avec du contenu recommandé. Donc, ça va être des podcasts, des conférences en ligne, des programmes. Donc, pour fortifier tes facteurs de bien-être et travailler, par exemple, je ne sais pas, sur ta gestion des émotions, ta gestion du stress, ton rapport à ton équipe. On est sur tous ces sujets liés au travail. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que Moodwork, on a à disposition des psychologues du travail, des assistantes sociales, des psychologues cliniciens pour accompagner les salariés dans leur démarche de bien-être au travail. Donc, par chat, visioconférence, et ils prennent leur rendez-vous quand ils le souhaitent et ils peuvent discuter avec des experts de ce domaine. Tout est anonyme sur Moodwork, donc on ne donne pas les résultats avec les noms, etc. Nous, ce qu'on remonte aux ressources humaines, c'est voilà un score global de votre entreprise, voilà combien de personnes travaillent à améliorer leur bien-être et voilà les facteurs forts et les facteurs moins bons dans votre entreprise. Super intéressant. C'est la direction, c'est les RH qui viennent vers vous ou est-ce que c'est les salariés qui remontent à la direction ou même des salariés qui vous contactent pour vous dire on aimerait que notre boîte souscrive chez Alors, on a un Moodwork? peu les deux. On a un peu les deux. Alors, principalement, effectivement, notre cœur de cible, c'est les ressources humaines. Mais on a pu le voir, on a fait un gros boom pendant le premier confinement où on a commencé à sentir les détresses et à voir que ça allait moins bien de manière générale ou sur Moodwork. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça a été de toute façon le grand boom des conférences en ligne. On s'est dit,
quitte à être chez soi, autant proposer des contenus gratuits. On faisait une conférence en ligne par semaine. Donc, on a parlé burn-out parental, on a parlé comment répondre au stress quand tu n'as aucune visibilité sur l'avenir, le rapport à la peur. On a fait tout ça. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés donc, qui se sont intéressés à nous, à savoir ce qu'était Moodwork, etc. Mais en premier lieu, on est quand même à destination des ressources humaines. Sur votre site internet, vous annoncez, tu me parlais des conférences, vous annoncez 10 646 participants en 2020. Ouais. C'est juste énorme. 2021, la tendance, elle est baissière ou comment ça se passe? Alors, ça dépend. De manière générale, tout le monde a pu voir qu'il s'est prêté à l'exercice. Il y a eu des gros booms, il y a eu des grosses périodes. Alors, effectivement, les confinements, c'était les périodes idéales. Et puis, les gens ont commencé à se rendre compte que les webinaires, c'était pas mal. Tu avais moins à te déplacer. Et puis c'est quand même plus confort, etc. Je trouve que par rapport avant le Covid, il n'y a quand même pas de discussion sur le fait que tout le monde s'est un peu plus acclimaté à cet usage. Mais on voit aussi une baisse. Il ne faut pas se mentir. Je pense que tout le monde la remarque, il y a une baisse. Parce que tout le monde a un peu repris sa vie. Il n'y a quasiment plus de chômage partiel. Il faut rattraper un peu tout le temps perdu pour pas mal de personnes. Donc, l'audience est toujours existante. Mais oui, il y a une baisse. Nous, on ne l'a pas côté webinaire utilisateur parce que ça ne change pas. C'est dans l'usage de Moodwork qui est un usage digital. Mais on le voit un peu plus, effectivement, sur la présence plutôt prospect. Et encore, c'est juste qu'on n'atteint plus des chiffres où tu peux atteindre des salles où tu es rempli et où il n'y a plus personne qui peut rentrer. Et effectivement, ça nous arrive moins, mais on a quand même toujours des beaux chiffres. Pour ma part, j'ai rencontré une différence significative cette année avec les webinaires. C'est la durée. Avant, j'avais vraiment une facilité à faire des webinaires qui duraient 2 heures et je débordais sur 2 heures et demie. Je pense que c'est une erreur, en tout cas pour ma part. Et je vais maintenant faire des webinaires qui durent 1 heure maximum. Tu as senti ça aussi? De manière générale, c'est difficile. Par exemple, déjà, ça dépend de ta cible. Tu as des cibles qui sont très d'ici 17, 18, je trouve, par exemple, pour des contenus de marketeux, en gros, etc. C'est plutôt tard le soir. Mais d'une manière générale, très honnêtement, moi, des trucs à 19h, je n'y vais pas du tout. On voyait plus des contenus le midi. Il faut penser heure de travail. Parce que bien qu'on parle de télétravail, tu as quand même ta pause déj, tu as quand même des périodes où tu as des réunions, où tu as toute ta journée, tu as eu toute ta journée en fait derrière toi. Donc, aussi passionné que tu sois par ton métier, je pense qu'il y a des heures quand même. Et bien sûr, 2 heures sur une journée, ça peut être gros. Ça peut être très gros. Et nous, on n'a jamais eu, on n'a même jamais essayé d'aller au-delà d'une heure. Je pense que 45 minutes, c'est un super bon format. Ok. Qui dit growth, dit data. Comment on fait pour travailler de la data quand on est dans un environnement aussi sensible que le vôtre? Déjà, il faut savoir pas de data utilisateur pour moi, en tout cas, côté market. On essaye d'être au mieux sur la RGPD, on ne cache pas, on a notre petit coche, etc. On prévient qu'on va te recontacter derrière. Par exemple, après un webinar, on va te dire que tu vas recevoir le replay par mail. On ne se cache pas derrière ces choses-là. Puis après, par contre, c'est les tracks sur un site vitrine, ça ne change rien. C'est le tracking habituel. Ok. Donc, tu es plus sur une analyse comportement on-site, sur le site, nombre de personnes qui vont Ouais, peut-être télécharger un livre blanc avant de remplir un formulaire, ce genre de choses. exactement. Et du coup, vous utilisez quel outil pour faire tout ça? Du coup, moi, je suis une pro HubSpot. Ok. Tu as découvert HubSpot chez Moodwork ou tu utilisais avant? Non, j'utilisais avant, j'ai approfondi chez Moodwork. On m'a donné un feu vert sur une stratégie d'inbound, donc là, je m'éclate pas mal et je peux tester pas mal de choses où avant, j'allais plus être sur du cold mailing ou des petits mailings. J'avais pas tenté de nurturing avant, très peu de scoring, etc. Là, maintenant, on a pu mettre des vraies mises en place. Une boîte qui n'utilise pas HubSpot, qui va créer des petites landings avec des PDF, des lead magnets pour faire du call mailing, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie de passer chez HubSpot? En fait, je voulais aussi faire cette interview, alors ça va peut-être pas plaire, hein, mais il y a plein de techniques grosses que je déteste. Mais vraiment. Je dis pas, ça, il y a des choses qui ont été bien pendant un temps, mais on est dans un métier où ça va vite. Et aussi, une règle chez quelqu'un n'est pas nécessairement applicable chez les autres.
Ça m'énerve autant de voir vous ne devriez pas vous passer du call mailing comme le call mailing est mort. Ça dépend. Il y a des mauvaises techniques. Par exemple, le call mailing impersonnel, tu les vois arriver gros comme un camion. J'ai beaucoup de mal avec ça et aussi bien fait que ça puisse être. Les gens sont plus dupes. Je pense que ce qui marche le mieux maintenant aujourd'hui, c'est d'aller dire, d'être honnête avec ton audience. Ouais, c'est un message automatisé, mais je t'offre quelque chose. Ou ceci n'est pas une démarche commerciale. C'est plutôt pour ça. Là, je sais que je dévie un peu de la question, mais j'ai un peu du mal avec ces choses-là. Et HubSpot, je trouve que c'est le bon outil. C'est bien fait, mais il n'y a pas de ligne directrice et tu peux autant tout automatiser comme un bourrin ou autant te faire du cas par cas. Tu peux aller te créer tes workflows et te dire si j'ai X qui réagit comme ça, je fais ça. Si lui, il n'a pas réagi dans les 10 jours, ça renvoie à autre chose. Je peux, plutôt que lui envoyer un mail, je peux essayer de créer une autre chaîne comportementale. C'est quand même pas mal, mais c'est un travail quotidien. Enfin, c'est un truc qu'il faut le revoir constamment, que ce soit du nurturing, du scoring, du mailing. C'est bien tant que ça marche, mais il faut rester aussi rapide. Du coup, j'ai passé un peu de temps sur le site Moodwork. J'ai juste halluciné, mais vraiment, j'ai halluciné sur la quantité de contenu que vous avez produit. Donc ça, c'est très HubSpot méthode. C'est vraiment le inbound à l'état pur. Ma première question, c'est quand tu es arrivé chez Moodwork, est-ce qu'il y avait déjà cet état d'esprit de l'inbound à fond? Je te dirais oui et non, dans le sens où je suis arrivée à la création pour la création du pôle marketing. Donc, il y a une volonté, il y avait déjà des contenus. Il faut savoir qu'au-delà de tous les livres blancs qu'on peut voir, on sort aussi des formats physiques. On disait que le format physique était mort. On a fait un carton Quand tu en… dis physique, ça veut dire conférence physique ou papier? Ah non, non, on a sorti un bouquin. On a offert notre étude en bouquin parce qu'on s'est dit, voilà, on a travaillé 1 an sur une étude sur la qualité du travail, on a envie de le partager et je pense que c'est ce qui nous qualifie, c'est le partage. Et on a envie de le donner au plus de monde possible. Et en fait, on s'est retrouvé à devoir faire plein de commandes parce que les gens préféraient avoir un bouquin plutôt qu'avoir un livre blanc. Là où il y a, je ne sais pas, 5 10 ans, on allait dire, ah, ça y est, mais les magazines, j'en ai marre. C'est comme la mode, en fait. Rien ne se perd, tout se transforme et c'est un renouvellement continuel. Et ouais, pour les contenus, en fait, c'est quelque chose qui est propre à Moodwork. Ça, c'est clair. Les études, ça existait avant le market. On a un pôle recherche, un pôle scientifique, donc c'est au cœur même de l'entreprise, autre que de la stratégie, en fait. Le livre physique, j'ai le sentiment que ça augmente vraiment la valeur perçue du document. T'en penses quoi de ça? En fait, il y a 2 choses. C'est que nous, on a les contenus, donc on a les livres blancs où on donne sur des thématiques. On va parler par exemple de déconnexion, on va parler de plutôt guide QVT sur la démarche QVT. Ça dépend un peu de… C'est plutôt métier, disons, métier ressources humaines, métier qualité du travail. Et les études, c'est un peu plus global, c'est plus scientifique. En fait, il y en a un qui est plus opérationnel et l'autre qui est plus scientifique où ça va être l'étude donc sur un échantillon de X personnes. On a tel critère qui est ressorti. Ça va être du comportemental, ça va être de la psychologie. C'est plein de ressources différentes et c'est clairement pas aussi… Ça n'a pas la même valeur dans le sens où c'est une année de travail, une étude, par exemple. C'est énorme. Minima. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, un bon contenu gratuit, c'est un contenu que tu aurais pu vendre. Oui, je T'en penses pense. quoi de Oui, ça? oui. Oui, oui, ah bah si, si, c'est complètement ça. L'étude, bien sûr, on aurait pu se dire, bah, on capitalise dessus, hein, je sais pas, on la met à 10 € sur la Fnac. Je te balance un chiffre comme ça, hein, mais oui, on peut, complètement. C'est pas dans notre état d'esprit, pour le coup. On a vraiment un truc, ça fait bisounours, hein, de dire comment on fait du business avec la qualité du haut travail. Mais par exemple, moi, je le répète tout le temps, on prône auprès de nos utilisateurs, on se l'applique à nous-mêmes. Donc, on est beaucoup plus dans le partage que là, par exemple, se dire, bah, un livre blanc, on ne va pas le vendre. C'est l'esprit. Ok. Eh ben alors, pour le coup, moi, je me suis abonné, donc j'ai téléchargé un livre blanc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre stratégie de nurturing une fois que le premier usager qui débarque comme ça, qui s'inscrit, qui télécharge son livre blanc, ça déclenche quoi chez Moodwork? Ah, comme je te disais, on reste dans ce rapport d'échange, de pédagogie autour de la santé mentale au travail. Donc, notre but, c'est de rayonner.
Si tu as téléchargé un de nos contenus, que ça t'a plu, nous, en fait, chaque contenu, on va se dire, voilà, potentiellement, qu'est-ce que toi, si tu as téléchargé quelque chose sur les risques psychosociaux, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser si tu as été là? Donc, on va te proposer gratuitement, et ça le restera toujours, de nouveaux contenus gratuits. Et l'idée, c'est de, sans être intrusif, sans te spammer, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, tu ne liras pas et on sera juste ah, je le lirai plus tard et tu ne le liras jamais. Ce n'est pas le but. On essaye de créer une chaîne de contenu intéressant en fonction de ton profil. Donc, ça veut dire qu'en fonction du formulaire que j'ai rempli, du coup, ça déclenche un contenu adapté? C'est ça. On ne se dit pas, on fait le même type de contenu. Ça serait bête, sachant qu'on en crée beaucoup, de se dire, à partir du moment où tu arrives en nurturing, tac, 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 j'envoie le même type de contenu à tout le monde. On pourrait, hein, mais une fois de plus, ce n'est pas notre vocation. Quand tu es arrivé, ça en était où en termes de SEO? SEO, on sait que c'est la stratégie long terme. Moi, j'appelle ça la stratégie du bon père de famille. Moi, je pense que je suis un bon père de famille, mais SEO. Je suis une fervente défensrice du SEO. Je trouve que c'est le vilain petit canard du marketing. Il y a trop peu de personnes qui croient au SEO alors que c'est une bêtise. Ça rapporte très bien. Si tu utilises des outils comme SEMrush, rien que voir ton petit chiffre qui te dit combien ta présence organique te coûterait en référencement payant, quand tu vois certains chiffres, tu te dis j'ai bien fait. J'ai bien fait de pousser sur le SEO. SEO, ok, c'est du temps. Mais à partir du moment où ta machine, elle est vraiment lancée, je dis toujours pour voir, moi, je ne suis pas experte. J'adore ça. Je ne suis pas mauvaise, mais il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Parce que, comme on disait, ça prend du temps. Donc, c'est clairement un taf à temps plein. C'est de la régularité. Je comprends qu'on puisse se dire pas envie. Mais erreur complète de ne pas aller sur le SEO. Des fois, il suffit que tu sois sur un marché, pas de niche, mais que tu sois un marché pas ultra compétitif, et que d'un coup, ton marché fasse un boom, tu as tes positions. Si tu l'as bien fait, tu l'as. Et puis, tes concurrents, ils auront beau mettre de l'ADS, ça leur coûtera hyper cher. Et du coup, nous, le SEO existait déjà avant, dans le sens où il y a eu un blog, mais qui ne rankait pas parce que tu ne veux pas les règles SEO. Donc, ça a été un gros chantier quand on est arrivé. On a fait une refonte du blog, on a réadapté tous les contenus, viré certains, etc. On a changé la ligne édito, on a un blog hyper actif. On rank très, très bien maintenant sur des mots liés à la psychologie, etc. Enfin, ça a mis du temps. Je pense qu'on a mis bien 6 mois avant que ça ait des résultats, mais maintenant, c'est une fusée. C'est littéralement une fusée et ça fait une super audience. Et aujourd'hui, un bon contenu, au bout de combien de temps il commence à ranker? Ça, c'est tellement… c'est là où je dis que je ne suis pas experte parce que c'est tellement aléatoire. On a des bons contenus qui rankent, je ne sais pas, en 2-3 semaines et on peut avoir une moyenne de 1 ou 2 mois. C'est très, très aléatoire. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire hyper bien, mais ouais, je peux te dire de moyenne d'1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Pour le côté partage inbound, je sens que vous le poussez vraiment au bout, parce que même sur vos articles de blog et même lorsqu'on télécharge un livre blanc, c'est doux, quoi. On ne se sent pas du tout agressé, il n'y a pas beaucoup d'appels à l'action. C'est rare. C'est rare de mettre autant d'énergie dans de l'inbound et de l'SEO. Même HubSpot, qui pour moi sont une école de l'inbound, Ah bah oui. il y a des appels à l'action dans tous les sens. Et vous, pas du tout. Peut-être que c'est à tort. Aujourd'hui, je ne pense pas, vu qu'on a des chiffres excellents. Donc, non, mais je pense qu'il faut être en accord avec ton produit aussi. On ne peut pas être des personnes hyper agressives et ce n'est pas dans notre façon de faire. On ne peut pas avoir une méthode de vente ultra agressive alors que tu vends du bien-être au travail. Enfin, tu ne peux pas harceler un prospect alors que tu fais des contenus contre le harcèlement, tu vois. Je pense qu'il faut être raccord avec son image. C'est hyper important. Et au final, la preuve, c'est que ça n'empêche rien. Peut-être que les résultats, ils sont un peu moins immédiats, mais là, tu crées un lien de confiance et tu crées une audience beaucoup plus fidèle.
et avec qui tu as un affect, entre guillemets. Et c'est un peu plus ce qui nous qualifie au final. Et du coup, en termes d'ads, vous en êtes où? On a essayé. On a essayé. Ça ne marche pas très bien. Je pense qu'il y a des cibles, ce que je te disais, il y a des cibles pour, il y a des cibles moins. Enfin, il y a des cibles beaucoup plus sensibles. Je fais du e-commerce, bah, je fais de l'ads. C'est difficile de ne pas être en ads quand tu fais du e-commerce. Mais pour moi, tout n'est pas approprié à l'ads. A Et priori, on va pas vous voir danser sur TikTok la semaine prochaine, alors. non, non, pas sur TikTok. Tu vois, par exemple, même sur nos réseaux, on n'a pas la même façon de traiter Instagram et LinkedIn. Nous, forcément, c'est LinkedIn. Instagram, on a plus un côté marque employeur. On essaye de donner des conseils utilisateurs. C'est ton conseil du jour sur tu vas au boulot et on te dit, bah voilà, un conseil pour être bien dans ta journée. Et du coup, LinkedIn, vous l'utilisez un peu comme un relais du blog ou vous avez vraiment de la créativité sur LinkedIn? Les deux. On fait complètement les deux. Ça va changer aujourd'hui. Les personnes qui nous suivent sont habituées à nous voir. Mardi, on est un peu plus actu ou contenu. Typiquement, si on a une sortie de livre blanc, souvent c'est le mardi. Et le jeudi, c'est le jour du blog. Là, ça va changer parce qu'aujourd'hui, on a créé un nouveau média qui s'appelle My Happy Job by Moodwork. Et du coup, la partie média est un peu plus sur ce côté-là. On fait pas mal de choses. Tu as autant nos webinars, on balance du replay, tu vas avoir des infographies, on sonde notre audience. Comme tout le monde, on a du passage télé. Ça dépend vachement. Et sur LinkedIn, vous avez plusieurs personnes qui mettent leur compte LinkedIn à contribution. Vous avez un post clé ou c'est surtout la page pro qui communique? Alors, c'est la page pro. Après, on aime dire qu'on est des ambassadeurs de la QVT. Donc, on a quelques personnes de l'équipe qui aiment partager et relayer les contenus. Ils le savent tous. Ils peuvent le faire à partir du moment où le contenu leur parle. Par contre, je pense que j'apprends rien à personne en disant qu'une page perso fonctionne vachement plus qu'une page entreprise. Oui, bah, c'était un peu l'objet de ma question. Du coup, tu n'as pas essayé de mettre en place une stratégie où plusieurs salariés de la boîte communiquent avec leur propre contenu? D'employé advocacy, si, si. Si, si, je pense que de toute façon, jusqu'à ce que l'algorithme il change à ce niveau-là, tu es obligé. Et je trouve déjà que là, l'algorithme il s'est durci depuis, je dirais, juin, quelque chose comme ça. Et il est difficile en ce moment, l'algorithme LinkedIn. Les règles, elles ont encore changé. Les fameux, tu mets ton lien dans le commentaire, au final pas. Tu l'appelles à l'action en demandant des commentaires pour avoir un contenu. Les gens se lassent des mécaniques. Les pods, on les a vus disparaître, c'est pas plus mal. Je trouve que personne n'est dupe maintenant et faut créer, c'est pareil en fait, il faut créer de la valeur. Ou à l'inverse, tu as des posts complètement putaclic ou clique sur le dauphin et ça fait un cœur, tu vois. Enfin, cet algorithme, il me surprend parfois. Ok. Est-ce que tu peux me parler du coup de My Happy Job? Donc en fait, j'ai vu, vous l'avez renamé. Ça s'appelle maintenant My Happy Job by Moodwork, c'est ça? C'est quoi la stratégie derrière? On a décidé de s'allier aujourd'hui, comme là, depuis le début de ce qu'on parle, notre but, c'est de rayonner. Il y a encore 2 ans, la qualité de vie au travail et la santé mentale au travail, c'était moins un sujet. Bien sûr, la crise sanitaire a fait apparaître le sujet. Nous, notre but maintenant, c'est OK, on veut être les références sur le domaine. On veut que bah, tu penses santé mentale au travail, tu penses Moodwork. Et c'est pour ça, My Happy Job, ça fait plusieurs années, ça fait 3 ans qu'on travaille avec Fabienne, qui est la fondatrice de My Happy Job. Et l'idée, c'était de se dire, nous, on a les équipes, puis on a les moyens de booster ton média. Et on bosse tout le temps ensemble. Donc, pourquoi ne pas faire qu'un au final? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est notre moyen, voilà, c'est se dire, OK, on a vocation, comme a fait, par exemple, Welcome to the Jungle, créer notre média. Et comment tu gères, au vu de la quantité, de la qualité du contenu qui est créé sur ce média-là, comment tu fais pour que ça ne se cannibалise pas avec l'offre payante de Moodwork? C'est là le grand défi. C'est là le grand défi. Donc, tu scindes tu scindes l'édito, tu réfléchis bien à qui parle de quoi. L'idée, c'est, voilà, il y a une partie média et il y a une partie marque produit. Donc là, on est au début, mais les choses vont arriver petit à petit.
Demain, si tu dois, je ne te le souhaite pas, quitter Moodwork, tu pars sur une île déserte, monter un projet et tu dois faire du SEO, quels sont les produits qu'il te faut absolument? HubSpot. Enfin, moi, je suis une grande HubSpot. Donc, HubSpot, ça coûte cher, mais ça tue. Trop de liberté, trop de choses. Tu peux faire tellement de choses. J'ai fait partie des personnes qui pensaient que la newsletter était morte, mais pas du tout. C'est juste que bon contenu, bon moment, bon objet. Et pas trop, surtout. C'est ça le problème aussi du marketing de contenu qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Tu t'inscris à quelque chose, tu es sollicité 2 fois par semaine. Ça ne marche pas, les gars, en fait. Hein. T'imagines, tu fais ça sur 5 sites, ta boîte mail, elle est pleine. Et tu passes en spam et machin. Donc, vaut mieux être moins présent, mais être là au bon moment et de façon plus quali. Et du coup, les emails, tu les ferais pas partir avec HubSpot direct? Non, par contre, non. HubSpot, c'est pas terrible. Pour le mailing, ils en sont assez conscients quand même. Moi, j'utilise Sendinblue. Je préfère par rapport à Mailchimp dans le sens où Mailchimp, tu as le côté, ça a été quand même pas mal targeté maintenant par les boîtes mail pour être du spam ou des mail marketing. Donc, avec Sendinblue, tu apparais aussi, mais ils font hyper gaffe. Moi, j'ai déjà eu des campagnes coupées au lancement en me disant non, mais tes chiffres, ils sont pas bons. Donc, ça m'a rendu chèvre au début. De me dire non, mais attends, je paye un produit et les mecs, ils me tuent mon lancement. Mais avec du recul, maintenant, j'ai fait plus attention, j'ai segmenté, j'ai arrêté d'envoyer. Maintenant, j'ouvre qu'aux personnes qui ont ouvert mes mails depuis X temps. Parce que tu envoies à 30 000 ou à 15 000, de toute façon, si tu en as 15 000 qui n'ouvrent pas, ils ouvriront. S'il faut te faire une autre stratégie, quoi. Il faut faire la stratégie de comment je récupère les gens qui n'ouvrent jamais. Mais voilà, ils ont un outil d'A/B testing intéressant. C'est pas mal. C'est pas mal comme outil. Tu utilises les automations sur Sendinblue ou pas? Non, non, comme j'utilise HubSpot, j'avoue que c'est principalement du formulaire, mais tu sais, de newsletter, quoi, sur Sendinblue et du mailing. Et est-ce que, moi, SEMrush, SEO, SEMrush, il n'y a pas d'histoire. Hein. En fait, pour même une stratégie de contenu, ça peut être hyper pertinent de donner les bons mots-clés. C'est quand même un super allié SEMrush. Tu as à côté aussi concurrence qui est hyper intéressant dessus. Tu peux voir si ton concurrent il fait de l'ADS, tu peux voir sur quel mot-clé il va, sur quel mot-clé il fait de l'ADS, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un peu mon top 3 outils. Et puis moi, j'ai un grand amour pour Asana en gestion de projet, qui est quand même très D'accord. bien. Donc, vous êtes tous sur Asana ou c'est que toi? Bien, non, on est assez libre sur ces choses-là. Là, on utilise, tu vois, on a un peu de... tu as du Jira, tu as du Notion. Moi, je sais qu'en market, on utilise Asana. Mais je pense qu'on viendra tous à aller sur un même outil. Mais disons que c'est pas mal. L'interface est plutôt cool. C'est une façon de... Tu peux t'attribuer les projets, machin. Enfin, par exemple, moi, j'ai du mal avec Jira. C'est vraiment très dev, très... j'ai un peu plus de mal avec la façon d'utiliser. Je ne suis pas la grosse qui utilise 15 outils par jour. Hein. Non, mais c'est Je te pas mal cache déjà. pas. Je te cache pas. Et Notion, tu as testé un peu? Un petit peu, on est en début là. On est à début, donc on a un peu mis la Moodwalk Academy. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur Moodwork. Chaque pôle renseigne un peu le b.a.-ba de son pôle. Là, c'est un peu notre grande bibliothèque pour l'instant. Et aussi notre référence sur les projets aussi, on commence. J'ai l'impression qu'ils se sentent tous obligés d'aller tester un peu Notion en ce moment. Hein. Un peu. C'est l'effet L'effet Clubhouse. Clubhouse. C'est l'effet Clubhouse. Hein. J'ai été une anti-Clubhouse et je le suis toujours. Mais je me suis fait taper sur les doigts plus d'une fois en disant ça. Hein. Mais j'aime autant la communauté grosse et market qu'elle peut être insupportable à certains moments. Quoi. D'un côté très entre-soi et très... En fait, le problème de Clubhouse, c'était une super appli. Ça avait vocation à être une super appli, mais c'est devenu l'entre-soi. Venez m'écouter parler, quoi. C'était pas du rapport de partage, c'était assez compliqué. Mais eux, ils ont été bons, par contre, dans leur com, ils ont été super bons. Bah, ils ont été bons, tout Oui, dépend quand est-ce qu'on se positionne. Aujourd'hui, si tu regardes Clubhouse sur SEMrush, à mon avis, ça ne fait pas rêver. Hein. ouais, c'est l'effet qui se coule. Hein. Ok. Écoute, Laurie, j'en ai terminé avec mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager ou une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, j'ai fait aussi cette interview parce que je trouve qu'il y a une seule image du growth qui me dérange.
j'adore partager, je suis la première à avoir des rapports avec mes pairs, à suivre d'autres marketeurs, etc. Mais on est sur tout est automatisé, tout est rapide, tout est regardez comme je fais 40 000 leads par semaine. Ok, hein, c'est ce qui amène ton audience, etc. Mais trop d'automation, tu l'automation. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Le produit et l'environnement dans lequel on travaille a une importance sur la manière d'utiliser, que ce soit le marketing d'ailleurs ou le growth, peu importe. Moi, j'entends ce que tu dis, forcément, je vois très bien. Sache que c'est très exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer ce podcast. Et c'est vraiment génial. C'est parce que je crois que je suis à la 16e interview. Et je pense que j'ai eu 16 visions complètement différentes du growth, 16 métiers complètement différents, 16 quotidiens complètement différents, des profils 100% SEO, des profils 100% inbound, des profils 100% tech développeurs qui me parlent, je comprends un mot sur deux, des profils 100% marketeurs, perchés, branding qui sont dans leur planète avec leurs propres valeurs. Et j'adore ça, je trouve ça super génial. Moi, je ne te cache pas que j'ai découvert le growth avec mes propres petits business et où il fallait que j'aille faire de l'acquisition. Et pendant longtemps, j'ai pensé que le growth, c'était que de l'acquisition. Il m'a fallu un peu de pratique et un peu de jugeote aussi, je crois, pour comprendre que le growth, ce n'était pas que l'acquisition. Il y a aussi beaucoup la rétention, l'activation, beaucoup d'analyse, Mais le c'est super. référol. En fait, c'est pour ça que je suis là, clairement. C'était pour ça, cette interview. Et je tire pas sur les autres, hein, je veux pas donner l'impression de tirer, mais c'est pas que ça, ce métier. Et il y a plein de choses différentes. Et il n'y a pas une règle pour tout le monde. Écoute, Laurie, j'ai passé un super moment avec toi. Ouais, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et merci pour ton initiative, c'est top. Écoute, merci beaucoup, Laurie. Grand merci. Bye. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le growth. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le growth, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews growth.